Je commence? Oui. Bonsoir tout le monde et merci d'avoir bien voulu nous rejoindre aujourd'hui à ce webinaire organisé par l'association Anecléa, l'Association nationale des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie, une association algérienne qui a comme objectif, entre autres, de veiller au développement de la recherche scientifique dans le domaine des langues étrangères et l'accompagnement des enseignants des divers paliers de l'enseignement en Algérie. Par ailleurs, cette rencontre coïncide avec la journée internationale dédiée aux professeurs de français. Chers internautes, beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire la carrière. Alice Parizeau. Nous pensons que cette citation colle parfaitement à la réputation de notre invitée d'aujourd'hui, la professeure Madame Ibtissam Chachou, que nous tenons à remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Professeur Chachou, bonsoir. Bonsoir Youssef. Merci de votre présentation. Je suis très, très contente d'être toi. Merci infiniment donc, de son invitation. Merci de nous permettre donc de nous rencontrer donc autour de autour de discussions scientifiques et notre ouvrage collectif. Je les remercie donc de valoriser les questions scientifiques. Je les remercie de nous permettre en ce temps de déconfinement cette fenêtre de nous permettre donc de partager les connaissances entre enseignants-chercheurs, entre étudiants, doctorants également. Oui, je voulais juste dire un mot avant d'entamer, de parler de l'année internationale du prof de français, rendre hommage et avoir une prof enseignante français victime du terrorisme. C'est en leur mémoire. J'ai important de rappeler cette épreuve de notre histoire, mais nécessaire pour évoquer les crises et de les apaiser aussi par le biais de nos travaux scientifiques sur les questions sur les identités. Merci. L'université en Algérie, elle est l'auteur de l'ouvrage un ouvrage phare, je dirais, L'Harmattan en 2013, intitulé La situation socio-linguistique de l'Algérie, pratique plurivariété à l'œuvre. Aujourd'hui, à nous terrain, coécrit avec les paru chez Hebel édition plutôt, l'octobre 2020. Professeur, la parole est à vous. Bonne chance. Merci beaucoup Youssef, merci donc de cette présentation. Donc, c'est comme vous venez de le dire, coordonné avec mon collègue et ami Reda Siddiq de l'université de Bouira. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'abord de l'ouvrage parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, de doctorants aussi qui posent des questions ou qui s'interrogent sur comment on fait un ouvrage collectif, comment on fait un ouvrage tout court, etc. Beaucoup de questions me sont posées quand je fais les étudiants, les doctorants me posent des choses mais en fait, je vais vous raconter donc un peu la genèse de ces mois que parfois, il faut saisir des occasions, il faut travailler, simplement exploiter des expériences de recherche et les rentabiliser sous forme d'ouvres, etc. Donc, si tu permets, Youssef, je commence donc la présentation de mon ouvrage VIA que j'ai préparé. Alors, est-ce que vous me voyez comme ça, Youssef? Oui, je vous vois, oui. Alors, l'ouvrage donc, et en Maghreb retour sur des situations d'enquête de terrain. Donc, le voici en chair et en os, si vous voulez. Je vais le coordonner avec mon ami et collègue de l'université de Bouira et paru
édition, je aussi donc, directeur apporte pour la publication et la diffusion des livres, des productions scientifiques, parce que on peut produire, mais après la diffusion, c'est vrai que c'est pas toujours une entreprise rentable, personnelle, l'aide qu'il apporte à beaucoup de chercheurs, donc il se trouve ici remercié de son aide. Alors, voilà, ça c'est la couverture du livre. Alors, je vais vous parler un peu de la jeunesse. Alors, à la base, c'était un projet de recherche que j'ai monté dans le cadre des projets de recherche du CRAS. Donc, le projet s'intitule Approche discursive et sociolinguistique de la. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'était de travailler ou de dresser le profil de Moussaganem. Par la suite, je raconte parce que parfois, il y a des petits échecs comme ça qui débouchent dans des petites réussites de ce projet. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quelques mois plus tard, le 24 mai, comme vous le voyez, c'est la deuxième date, j'ai organisé avec le concours de mes collègues, donc Reda Sebeh et d'autres collègues. J'ai élargi un peu le thème, ça ne concernait plus que la ville de Moussaganem, mais ça concernait aussi d'autres villes, y compris des villes méditerranéennes. Un an plus tard, une deuxième journée d'études, toujours dans le cadre du CASC, donc c'est le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Les rétrospectives réflexives sur les situations d'enquête de terrain en sociolinguistique générale et urbaine, dans le urbain en contexte urbain, donc tout ce qui est linguistique, mais des discours autour de ça. Là aussi, un petit de publication, ça avait tardé au niveau donc, du CRASC et nous avons attendu jusqu'à 2010. Nous avons pris la décision donc, de fusionner les deux argumentaires des 2 journées d'études, l'attribution, qui devait regrouper des chercheurs donc des 3 pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et là aussi, il y a eu encore un petit problème avec la partie marocaine, un petit, on va dire, malentendu diplomatique qui a fait que nous avons par la suite, donc nous avons des argumentaires final de l'aide de l'Elam Saoudi, qui a beaucoup travaillé sur la trichotomie urbain-citadin rural. Donc, nous avons par la suite, on va dire, revu nos ambitions à la baisse et nous avons lancé l'appel à contribution quand même. Donc, au niveau, nous avons gardé le terme Maghreb parce que nous avons eu la chance d'avoir une contribution sur le Maroc, sur la ville de Casablanca du Maroc, mais nous regrettons, comme le fait Khawlat Al-Ibrahimi d'ailleurs dans la préface, l'absence de travaux sur la Tunisie. Alors, 18, donc nous avons commencé à recevoir les résumés des textes, ensuite donc, nous les avons soumis aussi à évaluation par la comité scientifique, on double la le comité scientifique, les contributeurs ont envoyé leurs articles et là aussi, il y a eu beaucoup d'allers-retours, des textes, beaucoup, mais nous n'avons pas pu respecter les délais et c'était un choix aussi avec la CPF et moi, donc nous avons pris tout notre temps pour essayer d'avoir des textes bien peaufinés, bien écrits et sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif notamment.
Donc de 2018 à 2019, c'était l'étape de la correction des textes, de l'évaluation des textes, de la lecture, de la relecture, etc. Et en 2020, enfin, nous avons pu, donc, grâce au concours, comme je disais tout à l'heure, de Hebel Édition et de notre ami Ismaël Ham, publier l'ouvrage. Alors, je dois préciser, peut-être pour le grand qui nous écoute un petit peu, qui vient de divers horizons, je dois vous parler un peu de la sociolinguistique urbaine. Je mettrai en 2 diapos, très rapidement, pour donner une idée un peu à nos internautes des domaines d'études de la sociolinguistique urbaine, parce que notre ouvrage s'inscrit pleinement dans cette discipline. Alors, je le rappelle, mais très brièvement, que la sociolinguistique urbaine s'inscrit dans un domaine de recherche vaste, qui est les sciences du langage, dans tout ce qui a trait à la linguistique interne, l'étude une abstraction comme un système de signes abstraits et qui ne tient pas des facteurs sociaux qui influencent la langue, et la linguistique externe qui, elle, tient compte des facteurs sociaux qui influencent la langue, qui expliquent les phénomènes linguistiques. La sociolinguistique fait partie des sciences du langage, elle relève des branches de la linguistique externe, elle est elle-même donc composée elle est née de la jonction de 2 disciplines majeures qui sont la linguistique et la sociologie. La sociolinguistique urbaine, c'est c'est une sous-discipline, on va dire, de la sociolinguistique générale. D'accord? Oui. Et la sociolinguistique urbaine, dans la sociolinguistique urbaine, il y a des courants aussi différents. Donc, domaine de recherche qui est les sciences du langage, la sociolinguistique branche donc de la linguistique externe, et la sociolinguistique urbaine, c'est une sous-discipline de la sociolinguistique. Mais là, j'explique très rapidement les définitions. D'accord? Alors, l'objet d'étude de la sociolinguistique générale, il n'y a pas un seul objet, il y a plusieurs objets d'étude en fait, mais principalement, la sociolinguistique générale s'intéresse à tout ce qui est covariance entre langue et société. Donc, les relations qui existent entre la structure linguistique et les variations linguistiques et les variations sociales, les changements sociaux, les évolutions, les mutations sociales, etc. Donc, si vous voulez l'étude de la langue se fait en fonction dans son contexte social. Comme le dit un linguiste, Christian Béon, donc la langue peut être étudiée en fonction de son contexte social. Alors, l'objet d'étude, on va que la sociolinguistique urbaine, c'est une sous-discipline de la sociolinguistique générale, comme je viens de le dire, et qui s'est développée par rapport à un phénomène social qui est l'urbanisation. Donc, l'urbanisation, c'est un phénomène social et sociologique qui a des effets sur la langue, sur la formation des langues, sur les variations des langues, sur les changements linguistiques, etc. On parle d'une sociolinguistique de l'urbanisation, on parle d'une urbanisation linguistique et on parle d'une urbanisation de la sociolinguistique, à un niveau un peu plus théorique. Nous avons 3 principaux courants qui caractérisent la situation de contact des langues, de langues véhiculaires ou de ce qu'on appelle les coïnées urbaines dans les grandes villes. Nous avons un deuxième courant qui est la mise en mots, la mise en discours de la ville par ses habitants. La ville est perçue comme étant une matrice, un espace énonciatif, un espace d'énonciation. Là, c'est le courant développé par Thierry Bulot, et dans le cadre duquel nous avons inscrit notre problématique, notre argumentaire. Et nous avons la troisième et dernière. Il perçoit la ville comme le lieu de la créativité lexicale, de l'émergence de nouvelles pratiques linguistiques, notamment tout ce qui est en rapport avec les parents, les jeunes, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation un peu du domaine d'études. Alors, les thèmes abordés en sociolinguistique urbaine, au Maghreb, je ne vais pas dire là aussi du Maghreb, sociolinguistique urbaine au Maghreb, nous avons un certain nombre d'objets d'études, de sujets, si vous voulez, oui, mais oui. Ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Alors, nous avons tout ce qui a trait au marquage signalétique, à la statistique de l'espace, de l'environnement graphique de la ville. Nous avons les autonomies, les tags, les
enseignes commerciales, l'affichage publicitaire, etc. Nous avons aussi des travaux sur les pratiques et les représentations linguistiques urbaines, les visions de la ville, c'est-à-dire quelle variété, bien que les divisions de l'espace de la ville n'est pas la même au Maghreb que dans les autres pays européens, ce qui nécessite un travail de contextualisation et d'adaptation des concepts européens ou autres. Madame, oui, si vous permettez, oui. L'ensemble des participants vous demande de bien vouloir partager votre… Non, c'est pas fait. Ah, bah, je pensais que c'était fait. Alors, vous allez m'orienter. Je viens de voir leur… Et alors, je pensais que c'était fait. Non, ce n'est pas visible. Ah, ok. Alors, écran partagé, c'est ça? Oui. Le partagé. Et là, est-ce que c'est partagé? Ça va venir. Ah, okay. Maintenant, c'est parfait. Oui, d'accord. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, mais on va le partager après sur Facebook si vous voulez, d'accord? Oui. Parfait. Donc, voilà, les objets de la socio-linguistique urbaine, tels que pratiqués au Maghreb. Donc, nous avons parlé du marquage signalétique, la signalisation linguistique de l'espace urbain, de l'environnement et par la publicitaire affichage. Les pratiques linguistiques en des espaces. L'identification des formes, ce qu'on appelle les formes de prestige ou des formes stigmatisées, parce qu'en fonction les villes, les langues sont assignées à des espaces et en fonction de leur assignation à des espaces, quartier populaire par exemple, quartier UP, elles sont considérées comme religieuses ou formes stigmatisées. Nous avons les spécificités linguistiques de ce qu'on appelle les parlers jeunes, mais là aussi, le concept pose problème un peu en Algérie, on va en parler tout à l'heure. Nous avons les caractéristiques des identités socio-linguistiques, l'identification des identités des locuteurs. Nous avons le thème de la catégorisation des identités urbaines, donc tout ce qui a trait au procédé de l'autodésignation, de l'hétérodésignation, l'auto-identification et l'hétéro-identification. Et nous avons aussi de citadinité, d'urbanité dans les villes du Maghreb. Là aussi, ce sont des débats à réfléchir, qui sont encore à étudier, à analyser et à tester comme forme linguistique, comme socioculturelle, etc. Alors, oui, voilà. Donc, la présentation, je vais présenter d'une façon très, très rapide et succincte l'art d'ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui est donc, dédié à la mémoire de Bulot. Thierry Bulot, donc, qui a théorisé un peu le deuxième axe dont parle Louis-Jean Calvé, qui est la mise en discours des villes, des espaces par leurs habitants. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans la formation des doctorants en Algérie, au Maroc également. La théorisation qu'il a produite donc, par Thierry Bulot a été donc, très importante dans la réalisation de nombreuses thèses de doctorat, de nombreux articles et ouvrages aujourd'hui. Preuve en est cet ouvrage que nous dédions à sa mémoire qui s'inspire beaucoup donc de la théorie sur ces questions des urbanités. Alors, les apports sont donc elles se comptent donc elles relèvent de la problématisation donc de la ville, des langues dans les villes. Ce sont des apports aussi en matière de théorisation, mais en matière de méthodologie, d'enquête de terrain, etc. Alors,
voilà, donc c'est un peu ce que j'ai dit parce que souvent, nous nous sommes beaucoup inspirés des travaux de Thierry Bulot. La sociolinguistique, nous faisions de la sociolinguistique générale, mais la sociolinguistique, c'est à partir des premiers travaux, donc des premières d'Alger, docteur en université d'Alger, qui ont commencé un peu à travailler, à reprendre d'un point de vue sociologique, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue historique, mais les langues n'étaient pas considérées, étudiées en fonction de leur évolution dans l'espace. On mesurait moins l'incidence donc de l'espace sur les langues et on n'étudiait pas les effets de l'urbanisation sur les langues. Alors, tout ce qui est environnement graphique a pu être, donc, ces études qui ont tenu compte de ces environnements sur l'équation locuteur dans les villes. Nous avions parlé tout à l'heure, professeur Aïd Ahmed tout à l'heure parlait de la pluralité linguistique, de la diversité linguistique. La diversité linguistique, elle se donne aussi à voir à travers les inscriptions murales, à travers les panneaux publicitaires, à travers ce qu'on appelle l'environnement urbain. Et c'était un objet qui était un peu sous-analysé dans les travaux en sociolinguistique de manière générale. On s'intéressait beaucoup aux pratiques lexicales, linguistiques, etc. Mais on s'intéressait moins à la question des langues dans l'espace et aussi au discours des habitants sur l'espace et à l'assignation des langues en fonction des identités linguistiques plutôt en fonction de l'espace. Alors, les résultats de certaines recherches sur le Maghreb et sur l'Algérie plus particulièrement ont mis en évidence donc la complexité du terrain maghrébin et ses particularités, ses spécificités. Il y a des notions comme la notion de citadinité, de rurbanité, qui sont propres au Maghreb. Nous allons peut-être l'expliquer un peu plus tard. Cette complexité, ces spécificités du terrain maghrébin sont dues à son histoire, à des facteurs culturels, sociologiques, historiques, à l'histoire de la composition sociale des villes algériennes, à l'histoire des villes algériennes, mais aussi à l'histoire aux provenances des populations qui ont peuplé les villes maghrébines et méditerranéennes de manière générale. Alors, oui, pardon, Youssef ? Je compte en vous poser une question. Ah oui, voilà, très bien, donc on y arrivera. D'accord. Alors, tous ces aspects ne peuvent être étudiés sans le recours à ce qu'on appelle des disciplines connexes comme la sociologie, l'histoire, l'urbanisme, etc. Et aussi avec on ne peut pas les étudier aussi sans le concours de ce qu'on des disciplines, on parlait sociologie, histoire, mais des disciplines cousines, si vous voulez, comme le discours numérique, comme l'analyse du discours de manière générale, comme la sociolinguistique variationniste, etc., qui s'intéresse des espaces. Alors, l'objectif de cet ouvrage collectif, c'est de rendre compte d'enquêtes de terrain. Donc, vous allez le voir à la lecture de l'ouvrage. Les 6 articles que comporte l'ouvrage sont le fruit ou le résultat d'enquêtes de terrain. Donc, les six contributions se basent sur des enquêtes de terrain. Ça a été très important de raconter le terrain, de raconter les enquêtes de terrain. Il y a un enseignant et collègue, Haj Mliani, c'est à lui un peu que je dois cet enseignement.
il insistait beaucoup sur les enquêtes de terrain, sur la nécessité de faire des enquêtes de terrain, mais de raconter les enquêtes, même quand ces enquêtes sont ratées. Il faut les raconter, il faut dire les difficultés que nous avons rencontrées, mais il faut aussi rendre compte de tout ce qui s'est passé sur le terrain, parce que nous sommes dans une approche qualitative des faits de langue, nous sommes dans une approche compréhensive, et il faut que les définitions, les dénominations, les désignations viennent du terrain, c'est-à-dire ce sont les locuteurs qui doivent eux-mêmes nommer leur réalité, désigner leur réalité ou leur représentation des réalités. D'accord? Alors, voilà, nous avons beaucoup de notions propres au Maghreb qui ont été étudiées dans de nombreuses recherches. Nous avons par exemple la notion de Chouma, le quartier, ça a été étudié par notre ami par Karim Ouras. Nous avons le concept de citadinité, de campagnard, citadin, rural, etc. C'est des catégories qui ont été aussi décrites par l'Élem Saoudi, le parler ancien, le rabat, mais aussi par moi-même, par Sidbeh Harida, par Farida Boumeddine. À partir, en gros, la ville de Rabat pour les Saoudi, Monsaganan pour mes travaux, la ville d'Alger, la Kasbah, l'espace emblématique donc de la Kasbah d'Alger par Sidi Haïda, et Boumeddine Farida qui a travaillé sur l'espace de Tizi Ouzou, sur la ville de Tizi Ouzou. Alors, le traitement critique de ces notions, le retour sur ces notions, l'explicitation de ces notions offre une meilleure connaissance du terrain et nous invite aussi à interroger la ville dans sa complexité, à partir de sa complexité. Donc, le travail reste à faire, le travail de conceptualisation, le travail de description de ces réalités, de ces faits linguistiques. Donc, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas une théorisation mesure pour le terrain maghrébin. Et donc, parfois, les travaux ne donnent pas des résultats toujours concluants, mais nous sommes dans la problématisation, dans le questionnement perpétuel. Et c'est des travaux d'enquête, c'est des enquêtes de terrain qui vont nous permettre de suivre l'évolution de ces représentations. Nous sommes dans des questions linguistiques qui sont soumises à l'évolution, à la dynamique, au changement, à la dynamique, à une certaine dynamique qui est liée aux mutations sociales, etc. Donc, l'identité n'est jamais figée, elle est toujours évolutive, elle est toujours complexe, et c'est cette complexité-là qui nous appartient donc d'interroger. Alors, les axes que nous avons proposés pour notre argumentaire, donc je dois vous le dire, nous avons gardé tous les axes, même si toutes les contributions n'ont pas répondu à tous les axes. On peut reprendre d'autres argumentaires, donc il y en a qui n'ont pas été abordés, donc on peut en faire d'autres travaux, un numéro thématique de revue par exemple, pourquoi pas. Alors nous avons les dynamiques identitaires, les constructions, négociations des identités en milieu urbain. Nous avons les procédés d'appropriation, de légitimation de l'occupation de l'espace de la ville et de ses divisions. Donc, les divisions de la ville maghrébine, c'est le quartier, le secteur, le format, le centre-ville, etc. Nous avons la description des processus d'auto-identification et d'hétéro-identification, que j'ai ces attributs définitionnels qui sont réels ou postulés, parce que là, il faut le rappeler, en sociolinguistique urbaine, en sociolinguistique aussi, nous ne faisons pas un travail d'historien. Nous n'essayons pas de rétablir des vérités. Nous travaillons sur les représentations. Donc, quand quelqu'un nous dit « je suis de telle origine » ou « je parle telle langue », etc., je travaille, j'analyse sur ce qu'il me dit, ce qu'il me révèle. Ce qu'il me révèle aussi ces représentations. Donc, ce sont pas, nous ne consignons pas des faits linguistiques, nous sommes des faits historiques,
mais parfois les circulants, parce que nous travaillons sur des discours circulants, des discours communs, que sont ceux des enquêtés, et notre travail à nous, c'est de produire un discours scientifique qui permet d'expliquer les discours circulants, mais il permet aussi, notre discours, de montrer la part, je ne dirais pas de la vérité, mais de la part des faits réels attestés de sociologie, et de débarrasser ou de comprendre ou de dégager, on va dire, la part des stéréotypes, la part des clichés à partir des discours circulants. Donc, il y a des identités postulées, il y a des identités réelles, il y a des identités fantasmées, etc. Donc, nous avons aussi un autre axe qui est les mutations urbaines et l'émergence de nouvelles expressions langagières. Analyse des divers documents. Alors ça, c'est l'axe qui n'a pas trouvé de contributeur. C'est l'analyse des divers documents, discours littéraires, politiques, artistiques sur la ville. Donc, on a des villes comme ça, un peu mythifiées, sur lesquelles il y a des discours un peu stéréotypés, les mêmes discours. On a par exemple tous les discours sur les villes dites citadines, je ne sais pas, Constantine, Béjaïa, etc., villes de civilisation, villes des oulémas, etc., etc. Donc, on a des discours stéréotypés qui reviennent dans les documentaires, par exemple, mais dans les revues, dans les livres. C'est l'analyse des discours numériques et médiatiques produits sur les identités urbaines. Alors là, c'est une discipline cousine, si vous voulez, l'analyse du discours médiatique ou l'analyse du discours tout court, numérique ici, qui peut nous aider aussi à saisir ces phénomènes, ces représentations sur la corrélation entre les langues et les espaces, ou comment les habitants disent leur espace, mettent en mots leur espace, mettent en mots leur ville, comment ils disent leur malaise aussi par rapport à leur ville, etc. Donc, nous ne sommes pas nombreux à avoir travaillé sur les discours numériques. Hein. C'est en pression de revenir sur ça. Alors, pour les contributions, donc nous avons eu de très belles contributions. Là, je fais un peu la publicité pour l'ouvrage, mais je ne vais pas vous dire le contenu. Hein. Là, il faut lire les articles parce que, comme le disait tout à l'heure le professeur Abdelrahman, c'est un livre qui est toujours en vente et qui est sorti en octobre 2020. Alors, nous avons une belle contribution donc, de notre ami Zakaria de l'Université de Tunis sur la plurilène dans les villes algériennes. Donc, c'est des articles d'autres sociolinguistes sur la question de l'affichage plurilène dans les villes algériennes. Mais là, il interroge la question d'une façon plus approfondie en militant, si vous voulez, pour l'intégration de locuteurs dans la prise en charge des langues en fonction des espaces ou dans la prise en charge des langues dans l'espace. Donc, l'équation locuteur, espace et ville. Le locuteur a un regard sur les langues qui sont pratiquées dans son espace. Donc, là aussi, il a fait une enquête de terrain. Dans plusieurs villes où là j'ai mis nos deux noms parce que on a travaillé un peu sur les mêmes questions. Lui sur la Casbah d'Alger et moi sur la ville de Mostaganem. Nous nous sommes intéressés aux dynamiques identitaires et aux constructions et à la négociation des identités au milieu. Et nous nous sommes attelés à décrire les processus d'auto-identification et d'hétéro-identification. C'est-à-dire comment les habitants se définissent et définissent en fonction de l'espace qu'ils occupent, en fonction des langues qui sont pratiquées dans certains espaces. Le troisième axe, c'est l'analyse des discours médiatiques produits sur les identités urbaines. Donc là aussi, nous avons une belle contribution de notre amie et collègue Camilla Oluxir sur l'espace algérois, sur comment les internautes algérois nomment leur espace, parlent de leur espace, évoquent leur espace, mais très souvent pour dire leur malaise, pour dire les malaises socio-urbains en contexte donc algérois. Nous avons tout l'arsenal théorique de la sociologie sur
sur les discours nostalgiques, sur les villes d'antan, etc., sur comment il faisait bon de vivre durant l'époque coloniale, mais durant les périodes plus anciennes. Mais nous n'avons pas assez de corpus, nous n'avons pas assez de discours. La sociologie ne recueille pas les discours, les témoignages des internautes pour comprendre, pour essayer de comprendre les malaises ou les facteurs qui motivent ou qui sont à l'origine de ces malaises. Donc nous, en sociolinguistique urbaine, nous collectons du discours, nous essayons de l'analyser, mais à la lumière aussi de données sociologiques, de données historiques, et en nous référant à la théorisation de la sociologie, pour comprendre ces phénomènes. Le troisième, l'avant-dernier axe, c'est les mutations urbaines et l'émergence de nouvelles expressions langagières de nos amis Amel Abbassi et Sarah Abbassi de l'université de Tlemcen. Là aussi, elles nous ont livré une étude très intéressante sur la ville de Casablanca, la ville marocaine de Casablanca. Et ça nous a permis de voir, ça va permettre aux lecteurs de voir beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes entre les villes du Maghreb, c'est-à-dire entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, comment l'expression jeune ou les parlers jeunes ou la créativité lexicale chez les jeunes sert à dire aussi des malaises. Bon, pourquoi je parle beaucoup de malaise? Parce que nous sommes en sociolinguistique urbaine. Et la sociolinguistique urbaine, en réalité, essaie de comprendre tous les phénomènes de ségrégation urbaine, comment la ségrégation urbaine, comment les tensions intra-urbaines entre des groupes socioculturels différents, entre des groupes, communautés, ça n'existe pas au Maghreb, mais on va dire des groupes d'origine socioculturelles différentes, pour ne pas dire ethniques, etc., sont des mots très dangereux. Donc, quand ils se retrouvent en ville, les identités différentes se confrontent les unes aux autres, entrent parfois en conflit, notamment en temps de crise. Et quand il y a aussi des malaises chez la catégorie des jeunes, par exemple, des problèmes de chômage, de consommation de drogue, etc., comme c'est le cas dans cet article, ou chez les jeunes dans cet article, eh bien, il y a des mots pour dire ça. Il y a des mots, un OTS, pour dire ces malaises, pour dire ces problèmes, pour nommer leur réalité, et la réalité qui n'est pas partagée par les autres catégories, par les autres groupes sociaux. C'est un groupe de jeunes qui dit les choses à sa façon, à sa manière, avec les expressions qui sont les leurs, avec les mots qui sont les leurs, et en faisant preuve de créativité. Alors, le dernier point, c'est les stratégies et les procédés de dénomination et d'appropriation de l'espace et de ses divisions. Là aussi, un travail très intéressant de notre collègue, donc urbaniste, architecte Nora Guelian, sur la région du Mzab algérien, de Rabdaya. Et ça, c'est très, très intéressant pour tous nos étudiants qui travaillent sur des contextes autres que les villes côtières du Maghreb. Parce que j'ai été dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes, wilayas, on va dire, où les réalités sociologiques ne sont pas les mêmes. Donc, le phénomène d'urbanisation n'est pas le même que dans les villes côtières. J'ai été dans la ville d'Adrar, par exemple, et j'ai été interpellée par un groupe d'étudiants très motivés d'ailleurs que je salue, et qui voulaient travailler sur la ville d'Adrar. La ville d'Adrar, c'est une région, ce n'est pas une ville au sens colonial du terme, au sens moderne du terme, ce sont des régions. Donc là aussi, les questions qui me sont posées, est-ce qu'on peut parler de sociolinguistique urbaine au milieu saharien? Est-ce qu'on peut parler de sociolinguistique urbaine au milieu rural? D'accord? Donc, ce sont des questions qui me sont posées. Mais moi, j'invite les étudiants à travailler sur ces questions. Les régions, certes, dans le Sahara ou dans la région ou la wilaya d'Adrar, il y a des régions. Il faut peut-être dresser le profil sociolinguistique de ces régions et faire appel à des notions de la sociolinguistique urbaine, mais des notions de dialectologie aussi, de dialectologie dite du monde arabe ou du monde dit arabe. Et donc, il y a il y a une interdisciplinarité qui est à mettre en place et qui est à solliciter pour essayer d'appréhender
ces phénomènes. Alors, cet article en particulier est très intéressant dans la mesure où il va permettre à des étudiants qui travaillent sur des régions, donc de l'intérieur du pays, des régions du Sahara, d'aborder les questions linguistiques et identitaires dans ces régions. Donc là, c'est intéressé au procédé de dénomination, d'appropriation de l'espace et de ses divisions. Les divisions classiques dans les villes urbaines, par exemple, ou dans les villes côtières, nous avons la périphérie, le centre-ville, les environs de la ville. Mais dans les régions du Sahara, par exemple, nous avons les habitants, ou les 10 vrais habitants de la wilaya ou de la région d'Adrar habitent Gersour, si je me trompe, hein, il faut bien me corriger si jamais je confonds. Et les autres, les nouveaux arrivés, les dits arrivistes ou parvenus, habitent les nouveaux Ksor. Donc là aussi, est-ce qu'on peut parler de Ksor pour les nouveaux Ksor, etc. Donc une question qui est aussi très, très intéressante. Alors, je vous dis rapidement les intitulés donc, des interventions. Donc, Zakaria Ali-Benchli a présenté une intervention, une contribution intitulée Les traces visibles des paradoxes de la domination linguistique en contexte multilingue algérien, l'affichage publicitaire en question. Reda Seldih, quel impact de la patrimonialisation sur la dynamique identitaire urbaine, le cas de la CASPA Alger. Observe donc son article intitulé Mise en discours de l'espace urbain Alger et de quelques commentaires sur Facebook. Donc mon article Enquête de terrain autour de la mise en discours de la citadinité et de la ruralité dans la ville de Mostaganem. Amel Abbassi et Sarah Abbassi, donc c'est l'espace urbain dynamique socio-engagé au Maroc, et le cas de la ville de Casablanca en particulier. Et Nora Guilhem nous a présenté un travail sur l'ambiguïté d'une terminologie, l'Iqsor et les nouveaux Iqsor au Mzab. Voilà. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation, madame. Professeur, à vrai dire, avoir comme invité la professeure Chachou est une aubaine. Nous comptons toutefois restreindre nos questions au nombre de 5. Nous commençons par la suivante. En quoi la thématique de l'ouvrage est-elle pertinente pour la recherche en sciences du langage? Quelle en est l'utilité? Avant de répondre, madame, si vous permettez, nous portons à la connaissance des participants à ce webinaire qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions à l'interlocutrice via la fonctionnalité chat. C'est à vous, madame. Merci beaucoup. Merci, donc, Youssef, de votre question. C'est vrai que la question de l'utilité, de la pertinence des travaux en sociolinguistique, mais des travaux scientifiques que nous menons, est très importante. Nous faisons un travail que nous pensons utile. S'il n'y a pas de pertinence, s'il n'y a pas d'utilité, s'il n'y a pas de réponse à une situation de crise, notre travail est vain. Nous ne faisons pas de la recherche pour faire de la recherche, mais nous faisons de la recherche parce qu'il y a un besoin à l'origine, à la base, il y a un problème. Je rappelle toujours à mes étudiants que la sociolinguistique est née en temps de crise et que la sociolinguistique urbaine est également née en temps de crise. C'est pour répondre à des questions d'inégalité sociale, d'injustice, de stigmatisation, de ségrégation. Pour l'ouvrage que nous avons coordonné avec Reda Seldih, nous sommes partis aussi d'un constat d'insuffisance de travaux en la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travaux. Si vous voulez, les numéros thématiques ou les ouvrages sur la sociolinguistique urbaine qui rassemblent des travaux en sociolinguistique urbaine se comptent sur les doigts d'une seule main. Hein. Ça, il faut le dire. Et donc, c'est né un peu de cette frustration. Tout ouvrage, tout travail, je ne dirais pas de création, mais de production, né d'une certaine frustration. Pardon, Youssef ? Vous parlez de production nationale. Voilà, de production. Voilà. Donc, il est d'un besoin de recherche. Alors, notre objectif, c'est de contribuer à enrichir un peu la littérature sur la langue et aussi de travailler sur le contexte mostaganémois, mais j'aurais voulu aussi travailler sur d'autres contextes et qu'il y avait les mêmes phénomènes dans d'autres villes dites citadines, Mostaganem, mais d'autres villes dites citadines comme Tlemcen, Béjaïa, Constantine, Blida, etc. Et donc,
notre objectif, c'était de mettre un peu les chercheurs sur cette thématique et de rassembler des travaux qui existaient déjà sur la question. Donc, je vous ai dit déjà qu'il y avait des travaux sur la ville d'Alger, de Tizi Ouzou, de Mostaganem. Donc, on a voulu que cet argumentaire soit un moteur de recherche, si vous voulez. Quelque chose, une locomotive intéressante, mais nous sommes restés quand même sur notre train parce qu'on aurait voulu avoir d'autres contributions sur d'autres villes et voilà. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que les villes sont lieux de croisement de plusieurs identités, de plusieurs groupes socioculturels. C'est le lieu de la confrontation donc, de plusieurs groupes de provenance diverses, d'origines différentes, etc. Et une fois en ville, il y a les tensions dont je parlais tout à l'heure, il y a des confrontations dont je parlais tout à l'heure aussi. Et notre travail aussi, c'est d'essayer de comprendre ces phénomènes pour apaiser les tensions qui existent dans nos villes. Très rapidement, je le dis, mais pour l'anecdote aussi, le meilleur moyen de recueillir du discours sur la ville, c'est de prendre les transports en commun. Donc, si vous voulez faire une voiture, vendez votre voiture et prenez les transports en commun pour écouter les voix de la ville, pour écouter les bruits de la ville, pour assister à tout ça. Mais ça, c'est bon, on assiste les histoires les plus intéressantes et les témoignages les plus intéressants que j'ai entendus sur la ville de Mostaganem, sur les conflits qu'il y a entre les habitants, sur la question des origines, la question des langues, etc. C'est des discours que j'ai entendus en prenant des taxis, en étant dans les bus, etc. Donc, c'est notamment si on… Pardon? Notamment si on les met en colère. Voilà. Notamment si on les met en colère, ils vont parler spontanément. Et comme les Algériens sont tout le temps un peu en colère, il y a toujours un problème, etc. Donc, ça déclenche ces discours bon, un peu haineux, nous les regrettons, un peu passionnés, mais c'est là où nous apprenons beaucoup de choses et c'est très intéressant. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez répondu à la question, c'est clair, merci beaucoup. Je passe à la deuxième question si vous permettez. La sociolinguistique urbaine est une sous-discipline à la croisée de plusieurs disciplines connexes. Concernant le Maghreb, existe-t-il des disciplines qui recoupent plus particulièrement le domaine de la sociolinguistique urbaine? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, Youssef, la sociolinguistique urbaine sollicite les savoirs d'autres disciplines connexes comme la sociologie, comme l'histoire, comme l'urbanisme, mais aussi donc c'est des disciplines connexes, mais elles sollicitent aussi des recoupements avec d'autres disciplines cousines, comme l'analyse conversationnelle, comme la sociolinguistique variationniste, comme l'analyse du discours, comme la linguistique de corpus, comme la linguistique historique, etc. Donc, c'est très important. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la sociolinguistique générale est née de la jonction de deux disciplines, qui est la sociolinguistique urbaine, et au cœur aussi de l'interdisciplinarité. C'est une sous-discipline de la sociolinguistique générale qui, elle aussi, fait appel, s'est inspirée. C'est une discipline qui s'est beaucoup inspirée de la géographie sociale, qui s'est beaucoup inspirée de l'urbanisme, qui s'est beaucoup inspirée aussi de la sociologie urbaine. Donc, on est en plein dans l'interdisciplinarité quand nous faisons de la sociolinguistique urbaine. Et c'est vraiment spécifique au Maghreb, parce qu'au Maghreb, nous avons, quand nous parlons des identités, quand nous parlons des langues, nous faisons référence à des référents lignagés, à des référents tribaux, à l'origine tribale, à la Deshra, au Douar, à la tribu d'origine, à un lieu de provenance qui soit mythique ou réel. Nous avons des origines parfois allogènes que l'on convoque ou que l'on se turque ou andalouse ou autre. Hein. Quand quelqu'un me dit, par exemple, j'ai des ancêtres germaniques,
je vais chercher dans l'histoire. Parce que le locuteur, l'enquêté, il a un savoir sur le groupe, il a des connaissances transmises de génération en génération. Notre travail aussi, quand on élabore le discours scientifique, c'est de vérifier également les dires, les récits dits par nos enquêtés pour vérifier la part des faits historiques qu'ils contiennent et de déconstruire la part des stéréotypes aussi que contiennent ces discours. Donc, nous faisons référence à des origines, à des questions d'origine, à des questions d'appartenance, à des questions de provenance. Et ça nécessite des recherches sociologiques, des recherches historiques, des recherches anthropologiques aussi, pour essayer de substantialiser, d'expliciter les discours de nos enquêtés, pour essayer de comprendre les discours de nos enquêtés. Voilà. Une autre question également. Allez-y. Quand on parle de sociolinguistique urbaine, on ne peut faire l'impasse sur les travaux de Thierry Bulot, bien sûr. Oui. Mais quand on parle de Thierry Bulot, en général, on parle de sociolinguistique urbaine à la française. Oui. Maintenant, si on veut, par exemple, faire, si vous voulez, on veut parler des principaux thèmes abordés en sociolinguistique urbaine, mais pratiqués en Algérie. Oui. Alors, oui. Oui. C'est ça la question. Oui, d'accord. Alors, pour les thèmes abordés, j'ai énuméré un certain nombre de thèmes tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez dit que vous avez une question à poser sur le sujet. Il est vrai que Thierry Bulot a travaillé sur le contexte, à partir du contexte de l'habitant de la ville, c'est l'urbain ou le citadin. Donc, différemment, il peut utiliser les deux, citadin ou urbain. Alors que nous, dans le contexte maghrébin, citadin veut dire autre chose. Il y a l'urbain et il y a le citadin. Et le citadin, c'est l'ancien habitant de la ville. C'est, entre guillemets, le vrai habitant de la ville. Si on reprend les discours des habitants, ou de ceux qui se disent vrais habitants de la ville. Donc, les citadins, voilà, donc l'origine linguistique identitaire du citadin, elle date de deux périodes importantes. La période pré-ottomane et la période ottomane. Donc, si on a des origines pré-ottomanes, arabes, berbères ou andalouses dans la ville, nous revendiquons une origine citadine. Et si nous sommes venus, ou nos ancêtres sont venus donc, durant la période ottomane, là aussi, on revendique une origine citadine. Donc, la citadinité veut dire autre chose, c'est différent. Là aussi, à ces questions des origines et des identités socioculturelles, moi j'appelle socioculturelles parce que je ne veux pas parler trop d'origine au sens généalogique du terme, d'accord? Donc je parle plutôt des représentations, de ce qu'on pense être, pas de ce que nous sommes, de ce qu'on pense être, de ce que les enquêtés pensent être. Donc, à ces deux divisions, donc à ces catégorisations des identités correspondent en réalité aussi des pratiques linguistiques, parce que ce qui nous intéresse aussi en sociolinguistique urbaine, même si on parle beaucoup des identités socioculturelles, etc., c'est aussi des pratiques linguistiques qui sont associées à des identités socioculturelles. C'est des pratiques associées à des espaces, aux espaces de la ville. Donc, les dits citadins revendiquent aussi des formes linguistiques citadines. Et en réalité, si on se réfère à la dialectologie de manière générale, mais à la dialectologie urbaine aussi, les dits citadins pratiqueraient une forme d'arabe, pour parler de l'arabe pré-hilalien, c'est-à-dire un arabe qui date d'avant l'arrivée des Banu Hilal au Xe, XIe siècle. Donc c'est un parler citadin. Les Ottomans aussi, quand ils sont venus, aussi, ils ont occupé la ville et ils ont pratiqué aussi un parler citadin, un parler pré-hilalien. D'accord? Et ceux qui ont habité les environs des villes pratiquent le parler hilalien. C'est un parler dont les traits sont catégorisés, sont identifiés comme étant des parlers ruraux. C'est un peu toute la distinction entre les parlers urbains, les parlers citadins, pardon, et les parlers ruraux. Et dans la ville, justement, on va retrouver une kouïnée qui renferme à la fois des traits
citadins et des traits ruraux, c'est ce qu'on appelle les parlers urbains. Donc, j'avais fait un travail sur la ville de Mostaganem, les parlers urbains de Mostaganem, et j'avais remarqué que dans ce qu'on appelle les parlers urbains, il y avait des isolats sociolinguistiques, des isolats socioculturels, qui pratiquaient encore le parler citadin et qui se distinguaient par la pratique de ce parler. Donc, il y avait plusieurs critères qui pouvaient les distinguer, ou qui disaient qu'ils les distinguaient. Et parmi ces critères, ben, il y a le facteur, il y a les aspects linguistiques. Alors, je vous ai donné un exemple concernant le concept de citadinité qui donc marque un peu la différence entre les travaux de recherche faits en Europe, ailleurs et en Algérie. Il y a deux axes. Donc, le premier axe qui est centré sur les pratiques linguistiques qui émergent en contexte urbain, notamment ce qui est en rapport avec les parlers jeunes, les tags, les graffitis, l'affichage urbain, etc. D'ailleurs, je signale que récemment, il y a eu un numéro de revue très intéressant donc, de la revue Insaniyat, donc édité par le CRASP, autour des graffitis en Afrique du Nord. Un numéro de revue coordonné par mon ami et collègue Karim Mouras. Donc, il y a tous les travaux sur les chansons rap, par exemple, qui aussi abordent ces questions de la ségrégation, des malaises des jeunes, des problèmes de chômage, des problèmes politiques, etc. Nous avons aussi donc, le parler jeune. Tout à l'heure, on parlait des parler jeunes, mais c'est vrai que pour les parler jeunes, en Algérie, quand on travaille sur les parler jeunes, nous avons tendance à les confondre avec l'alternance des codes, ou insister davantage sur la pratique du français chez les jeunes et on catégorise dans ces variations linguistiques ou ces pratiques linguistiques comme étant un parler jeune. C'est-à-dire on s'intéresse à la variable du français chez les jeunes pour dire c'est un parler. Alors que majoritairement arabophone ou berbérophone. Dans de nombreuses villes, on peut trouver des jeunes qui s'expriment 80%, on va dire, bon, je ne veux pas citer de chiffres, mais majoritairement en arabe ou en berbère, et qui produisent des formes linguistiques dites jeunes, mais où il n'y a pas de... ça aussi, c'est un problème aussi qui se pose pour la recherche dans nos départements de langue française, parce que quand on est amené à travailler sur les parlers jeunes, on doit impérativement travailler sur la variable du français. La variable du français ne détermine pas toujours le type de parler ou un parler comme étant un parler jeune. Mais ça, c'est aussi, nous regrettons l'absence d'instituts de linguistique où on peut étudier les langues indépendamment que ce soit le français ou une autre langue. Oui. Voilà. Donc, on a tendance à focaliser un peu sur le français. Beaucoup de mots, il y a beaucoup d'expressions qui sont complètement produites en arabe et en berbère et qui ne sont utilisées que par des jeunes. Je peux vous donner des exemples, toujours liés à la sociolinguistique urbaine. On a tendance à, je ne sais pas si du côté de Blida ou d'Alger c'est utilisé, mais par exemple des amis femmes, on dit d'une personne socialette, c'est des personnes qui habitent des logements sociaux et donc qui sont c'est une désignation dévalorisante, c'est une désignation stigmatisante. C'est pour dire un peu que ces gens sont des arrivistes, des milieux défavorisés en réalité, des classes sociales défavorisées et qu'elles veulent jouer à la bourgeoise ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est de l'arabe social avant, même si le mot, c'est un emprunt en français, mais c'est logement précaire. On dit des personnes, cette personne, voilà, ça veut dire elle vient de ce milieu, elle vient de cet environnement, elle vient de cette cité. D'accord? Donc, c'est des désignations là aussi stigmatisantes.
Mais là aussi, malheureusement, dans le cadre des travaux qui sont faits dans le département de français, on ne s'intéresse pas trop à ces formes linguistiques produites totalement en arabe ou en français. Oui. Professeur Chachou, Oui, oui, dernière question. Ce qu'on allez. appelle la fabrique de l'urbain, évolue-t-elle de la même manière dans les différentes villes du Maghreb? Oui, la fabrique de l'urbain, en fait, c'est Henri Miller, j'allais dire, un écrivain. C'est Catherine Miller qui en parle, la fabrique de l'urbain. Mais c'est vrai qu'elle est la même un peu partout dans les trois villes du Maghreb, que sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Dans mon ouvrage, mon précédent ouvrage Sociolinguistique du Maghreb, j'avais rappelé que les sociétés du Maghreb ont évolué à peu près de la même façon, qu'il y avait des continuums anthropologiques, sociologiques, culturels, historiques, linguistiques qui ont fait qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les trois pays du Maghreb et que la composition sociale des sociétés du Maghreb se sont faites de la même façon, qu'il y a les mêmes réalités linguistiques, notamment les mêmes divisions de l'espace. Ces sociétés ont connu les mêmes provenances, les mêmes occupations, les mêmes peuplements. Et donc, dans les trois villes, par exemple, on trouve les Médinas, on trouve les Drb, les Drb par exemple, les quartiers juifs, etc. Donc, on a les mêmes divisions à peu près dans les trois villes. Après, ce qui est intéressant à noter, ce qui est intéressant à relever, d'où l'intérêt du travail comparatif sur les trois pays du Maghreb, c'est les dénominations qui sont différentes. Par exemple, pour le citadin ou les parlers citadins, on dit Médini pour le Maroc, ça c'est les mêmes qui le disent, on dit Médini pour le Maroc, mais même pour la région de Tlemcen. On dit Hadri par exemple pour Mostaganem, mais pour la ville de Béjaïa. On parle de Beldi pour la Tunisie. Donc les catégories sont là, mais leur désignation, leur dénomination diffèrent. Les variétés linguistiques sont aussi les mêmes, parlées par les mêmes populations qui revendiquent les mêmes origines, mais la dénomination de ces variétés est différente aussi. Nous avons parlé, par exemple, dans des régions comme Berbérophone, comme Béjaïa ou Tizi Ouzou par exemple, nous avons les Zémouh sur lequel travaille Farid Aboumoudine. Le Zémouh, par exemple, c'est une variété d'arabe qui est pratiquée dans la ville de Tizi Ouzou. C'est l'arabe Tizi Ouzéen, si vous voulez, qui est pratiqué dans la ville de Tizi Ouzou et qui est une variété stigmatisée. Nous avons à Béjaïa, par exemple, plusieurs variétés linguistiques qui sont nommées différemment par leurs locuteurs. Nous avons, ça on le voit dans les travaux de notre collègue Mourad Baktash, qui travaille, le Bjaoui, l'arabe bougiot, donc il recense les dénominations et en français et en arabe, le Bjaoui, le kabyle cassé, le kabyle montagnard, le kabyle, ça je l'ai déjà évoqué à l'occasion d'une conférence Atlik, un peu efféminé, un peu pour tourner en dérision un peu les locuteurs de telle variété linguistique. Et ça, je me rappelle, mais c'est un peu connu en sociolinguistique, ça parle de la sociolinguistique. Quand on stigmatise une variété linguistique ou un parler ou une langue, en réalité, on stigmatise le groupe qui parle ou qui pratique cette langue. Et généralement, on stigmatise en fonction de l'espace qu'occupent les locuteurs ou les habitants de les locuteurs de tel. Madame Chachou, nous avons un nombre de questions auxquelles les participants veulent obtenir des réponses. Je commence par la suivante. Bon, nous avons devant nous une question de Hana Djebari. Elle dit est-ce que cela s'applique à toutes les villes algériennes? Moi, d'après ce que j'ai compris, elle parle, si vous voulez, de votre enquête. Est-ce que l'enquête entreprise par vous et votre, si vous voulez, les autres écrivains, ou plutôt les autres auteurs, est-ce qu'elle s'applique à toutes les villes algériennes? Bon, c'est ce que je viens de comprendre. Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a des enquêtes qui ont été faites sur différentes villes. Maintenant, donc on a
différentes villes, mais à partir de différentes sources aussi. Hein. Quand nous avons par exemple la contribution de Camilla Hobsel, c'est un travail qui a porté sur un corpus numérique. Donc, c'est des groupes. Mais moi, j'ai travaillé sur la ville de Mostaganem, sur l'espace de la Casbah d'Alger, Zakaria Al-Bishri sur les villes de l'ouest algérien, notamment Tlemcen, Arrêté Bouchant, Oran, etc. Nous avons donc Noura Guilian qui a travaillé sur la région de Mzab, Amal Abbassi et Sarah sur la région sur la ville de Casablanca au Maroc. Et donc, maintenant, ce que je suis en train de dire, tout ce qui est en relation avec la citadinité, l'urbanité, etc., ça concerne particulièrement les villes côtières et les villes dites citadines. Surtout pour le concept de citadinité, d'accord? C'est un paramètre de stratification et de hiérarchisation qui est très important dans les villes dites citadines. Quand je parle de villes dites citadines, c'est des villes qui ont été peuplées ou occupées par les Ottomans, par les Andalous et les Ottomans. D'accord? Donc, quand on parle de citadinité, il y a la citadinité pré-ottomane, donc ceux qui ont toujours habité, ceux qui ont depuis très très longtemps habité la ville, ils peuvent être d'origine arabe, donc l'avènement des Arabes dans le cadre des conquêtes musulmanes islamiques et dans le cadre des conquêtes islamiques. Donc, nous avons cité des soldats, les premiers qui sont arrivés. Donc, nous avons l'origine arabe, c'est une origine qui peut être considérée comme citadine. L'origine berbère, plutôt berbère dans un premier temps, donc des berbères qui ont toujours habité la ville, qui ont depuis très longtemps habité la ville. On a des Arabes qui ont aussi habité la ville et on a des Andalous aussi qui sont venus un peu avant l'arrivée des Turcs. Et nous avons la citadinité ottomane, donc pré-ottomane, donc berbère, arabe, andalouse, et la citadinité ottomane, c'est les Turcs. Quand on dit les Turcs, Turcs, ça induit en erreur, parce qu'on devrait parler d'Ottoman. Je cite Moulay Bhanissi, l'historien, qui dit que en fait, le mot ottoman, c'est un éventail de races entre guillemets, c'est un éventail de plusieurs origines d'ailleurs. C'est-à-dire quand on se dit turc, on peut être d'origine albanaise, d'origine italienne. Quand on se dit ottoman, voilà, d'origine albanaise, maltaise, arabe et autres. Hein. Donc ça peut être n'importe quelle autre origine. Elle peut être aussi d'une origine turque. Oui. Voilà. Donc ce sont des villes qui ont connu notamment la présence andalouse et ottomane qui revendiquent dans cette citadinité. Et ça, on le sait à travers la littérature sociologique et historique. Il y a des villes qui sont connues dans la littérature sociologique comme étant des villes citadines. Je cite comme ça, mais on risque d'oublier, je ne sais pas si Tlemcen, Mostaganem, Alger, Constantine, Béjaïa, Blida, ce sont des villes reconnues comme citadines. Nous avons d'autres régions comme Chefchaouen, par exemple, comme Medellès, etc. C'est des petites villes, des communes. Certaines communes aussi ont été habitées par des Ottomans et elles ont des traditions citadines, linguistiques ou autres culinaires, vestimentaires, etc. Madame Chachou, une autre question, car il m'a dit qu'elle se demande comment se manifestent les marques transcodiques dans un contexte urbain. Les marques transcodiques, c'est l'alternance des codes, c'est l'alternance entre plusieurs langues et elles se manifestent surtout par la présence du français. Parce que là aussi, nous savons que le français est utilisé davantage dans les milieux urbains, dans les villes urbaines, dans les grandes villes urbaines, agglomérations, etc., que dans les zones un peu rurales ou reculées ou même sahariennes. D'accord? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travaux d'enquête sur la question, mais le français est un marqueur qui est différent des parlers urbains ou des grandes villes urbaines des parlers des autres régions. Donc, les marques transcodiques, c'est peut-être aussi la présence du français dans les échanges entre interlocuteurs,
mais elle se traduit aussi, les marques transcodiques relèvent aussi de la créativité lexicale. Parce que, comme on l'a dit, et c'est très connu en sociolinguistique, la ville, c'est un lieu où se produit une créativité lexicale importante, une inventivité lexicale. Et donc, les marques transcodiques peuvent être aussi de cet ordre-là, de l'ordre de la créativité, de l'inventivité lexicale, lexico-sémantique, etc. Merci. Un autre internaute, M. Karim Ben Slim, pose la question suivante. Une question, il dit qu'elle peut paraître un peu banale. La sociolinguistique est-elle une science, entre parenthèses, il met dans le sens de science expérimentale, tout en sachant qu'elle est à la croisée de plusieurs disciplines, à l'instar de l'histoire ou même de la littérature? Oui, je salue donc mon collègue donc Abdelkrim. Et bon, comme il est en littérature, il dit que c'est banal, mais une question, ce n'est jamais banal. Oui. C'est vrai, la sociolinguistique, c'est une science, c'est une discipline de terrain. Voilà. Peut-être c'est pas une discipline expérimentale, c'est une discipline de terrain. Il faut faire du terrain pour recueillir les pratiques micro-sociolinguistiques, notamment. Parce que très longtemps en Algérie, on a travaillé sur des considérations macro-sociolinguistiques, tout ce qui est en relation avec les statuts des langues, tout ce qui est en relation avec les statuts officiels des langues, sur les conflits linguistiques, sur les politiques linguistiques, les questions d'aménagement linguistique, etc. Et on s'est très peu intéressé aux pratiques à la base, c'est-à-dire les pratiques micro-sociolinguistiques, que ce soit des pratiques d'ailleurs ou des représentations sociolinguistiques. Donc, il faut aller sur le terrain pour recueillir ces données, pour recueillir aussi non seulement les données liées aux pratiques linguistiques, comment les gens parlent, comment ils s'expriment, mais aussi on recueille aussi des données sur les discours épilinguistiques, les discours sur les langues. Les discours sur les langues, et là, il faut faire des enquêtes de terrain. Aujourd'hui, nous avons le terrain physique, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens et recueillir des données, poser des questions par le biais de questionnaires, par le biais d'enregistrements, par le biais d'entretiens, etc. Et nous avons aussi le corpus numérique, qui est aussi très, très intéressant dans la mesure où il ne biaise pas notre regard sur le sujet. Parce que le travail de Camille Lobser le montre, un travail aussi que j'ai fait à partir d'un corpus numérique le montre. Et parfois, nous arrivons avec ce que nous savons du terrain, avec nos hypothèses à nous, avec nos questions de recherche à nous, mais parfois nous découvrons sur le terrain d'autres idées, d'autres hypothèses, d'autres réponses fournies par les chercheurs. Donc, quand on leur pose des questions, on oriente en quelque sorte leurs réponses. Mais quand on va chercher dans des corpus numériques, les échanges sont plus spontanés, les réponses sont plus détaillées et on aborde plusieurs aspects d'une question, plusieurs aspects auxquels nous n'avons pas ou nous ne pensons pas toujours. Par exemple, j'ai fait un travail sur sur les discours des Mostaganémois sur la ville à partir des cartes postales de la ville de l'époque coloniale. Alors, je m'attendais à... Pardon? C'est très intéressant. Voilà, je vous remercie. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'était intéressant pour moi aussi parce que j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Et j'ai vu que, par exemple, les échanges, les internautes disaient la ville était propre avant l'arrivée des ruraux. La ville était belle avant l'arrivée. Donc, il y avait des malaises par rapport à des problèmes liés à la densité urbaine, des problèmes liés à l'insalubrité, aux incivismes. Et tout ça, c'est imputé à notre au rural. Ce ne sont plus des questions liées à la gestion de la ville, ce ne sont plus des questions qui sont liées à la gestion politique de la ville. Voilà, c'est des questions qui incombent aux autorités de régler, mais on impute ça un peu à l'étranger, à la ville, au rural qui vient semer le désordre. Mais ça, c'est une idée très ancienne évoquée par Ibn Khaldoun, hein, qui parle des Arabes qui viennent un peu semer la pagaille dans les villes. Mais voilà, là, je voulais juste rectifier, mais très rapidement, quand Ibn Khaldoun parle des Arabes, il parle des Bédouins, il ne parle pas des Arabes. Etc. Il parle des Bédouins, des Benouilles, il ne parle pas des Arabes. Oui. Une autre question également.
Quand on aborde des pratiques linguistiques dans nos villes algériennes, on dit des gens qui viennent avec leur langue ou bien des gens qui viennent avec des parlers, car il s'agit toujours d'une exode rurale. Oui. Alors là, c'est une question de terminologie. Voilà, de terminologie. C'est-à-dire, nous, on parle des langues, mais on parle des variétés de langues aussi. Donc, quand on parle des parler, c'est aussi un concept ou un terme qui est utilisé dans la littérature dialectologique, dans la dialectologie urbaine, etc. On parle de dialecte, on parle de parler, on parle même de parlure pour les parler jeunes. Mais c'est vrai que j'utilise un peu maintenant dans mon intervention tous les mots, mais il s'agit de langue. Comme je dis, le parler, l'arabe algérien, par exemple, il y a plusieurs variétés d'arabe algérien. Quand je dis les langues berbères, il y a plusieurs variétés de langues berbères. Donc, sur le plan micro-sociolinguistique, dans les villes, on peut parler de sociolecte aussi. Les traits citadins ou les formes citadines relèvent d'un sociolecte qui est propre à un groupe socioculturel précis. Donc, là aussi, la question elle est très pertinente et on a raison de prêter attention à la dénomination des langues, à la désignation des langues. Mais là, on est un peu dans on fait moins attention parce qu'on n'est pas dans la désignation des langues dans un cadre formel, on est dans un cadre informel. Mais c'est vrai que ce sont des langues, mais nous prêtons plus attention à la variation des langues. Quand on parle de la variation des langues, on parle de variétés linguistiques, de formes linguistiques différentes, etc. Mais les parler, c'est vrai que c'est un terme hérité d'autres disciplines, oui, comme la dialectologie. Merci, madame. Je vous en prie. Un autre intervenant, il dit bonsoir professeur, c'est Moussa Diène, doctorant UCAD Dakar. Merci de votre présentation riche. Ma question se porte sur le rapport entre identité et dynamique linguistique. Comment la construction de l'identité sociale altère les langues, lesquelles en présence? Je répète la question, si vous voulez. Vous voulez que je répète la question? Juste la dernière partie. Bon, ma question se porte sur le rapport entre identité et dynamique linguistique. Comment la construction de l'identité sociale altère les langues en présence? Oui, alors en fait, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas on n'endommage pas les langues lorsqu'on construit son identité. La langue fait partie de l'identité, elle est constitutive de l'identité, mais des stratégies identitaires aussi. Donc, il y a une évolution linguistique qui est tout à fait ordinaire, il y a des changements linguistiques qui sont tout à fait ordinaires, mais parfois, il y a des phénomènes de conservatisme linguistique. Et, on maintient on maintient une façon de parler, on maintient des formes archaïques qui relèvent, bon, je dirais pas d'un autre âge, mais qui sont anciens, pour anciens habitants de la ville, par exemple. Et on peut aussi masquer ces traits linguistiques quand on vient de la ruralité. Une fois arrivé en ville, nous masquons les traits qui nous distinguent pour ne pas être reconnus comme n'étant pas de la ville, par exemple. Donc, pour éviter la stigmatisation, on masque son identité, ses traits linguistiques, certains traits linguistiques. Donc, quand on prétend à la ville, si vous voulez, ou quand on est de la ville, il y a des façons de parler qui sont nôtres ou que l'on adopte pour s'intégrer à la ville. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, il y a une adaptation de la ville par rapport par l'adoption de traits linguistiques qui nous font accepter dans le milieu urbain ou qui masquent notre différence due à notre origine, due à notre appartenance d'origine. Donc, il y a toute la question de l'accent, par exemple, on va essayer de masquer, mais des traits qui marquent notre identité et que nous avons, parce que ces identités sont stigmatisées en ville, nous avons tendance à escamoter, à ne pas à changer de façon de parler, si vous voulez parler de façon plus commune, changer ou masquer les traits qui nous distinguent pour ne pas faire l'objet d'une stigmatisation en ville et en milieu urbain. Voilà. Oui. Une autre question qui est un peu longue, mais que je vais tenter de lire en intégralité.
sur la pluralité linguistique sont luxuriants. En ce sens, les attitudes des locuteurs portent sur le statut et le corpus varient considérablement et sont principalement issus d'une double exiguïté. L'habitus linguistique, au sens bourdieusien, qui façonne inconsciemment les représentations des locuteurs, le marché linguistique, qui capitalise ou minimise les langues. Cet effet de minimisation, voire de discrimination linguistique, pourrait provoquer l'insécurité linguistique chez les sujets parlants. À votre avis, comment peut-on positiver les représentations des locuteurs envers les langues dites minorées? Oui, je crois avoir compris la question. Donc, c'est vrai que tous ces phénomènes liés à la correction linguistique, à l'insécurité linguistique, à la pratique des formes dites de prestige, aux formes stigmatisées, etc., c'est des phénomènes que l'on retrouve donc, en milieu urbain. C'est des phénomènes que l'on retrouve en milieu urbain. Maintenant, pour ce qui est des représentations, c'est vrai que nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, des représentations autour des langues, mais autour des locuteurs qui pratiquent ces langues. Donc, en fait, les représentations que l'on a des langues sont les représentations que l'on a des locuteurs de leur langue, mais aussi on a des représentations des espaces d'où viennent ces locuteurs. Donc, si c'est la ruralité… Pardon? Et vice-versa. Voilà, bien sûr, parce qu'il y a aussi dans des formes qui sont pratiquées en ville et qui sont stigmatisées, qui sont donc dit, par exemple, c'est des formes linguistiques qui sont un peu que l'on utilise pour frimer ou que l'on utilise pour se distinguer, ou par exemple les parlers dits citadins des anciens quand ils sont pratiqués par les garçons, par exemple. On dit que c'est des parlers efféminés ou c'est des formes efféminées, etc. Donc, il y a une stigmatisation de part et d'autre. C'est vrai, quand je parle de la citadinité, c'est vrai que ce sont des pratiques linguistiques citadines qui sont aujourd'hui stigmatisées par la majorité. Nous avons remarqué que ce sont davantage les femmes qui pratiquent ces formes linguistiques citadines que les hommes, par exemple. Et c'est parce qu'ils ont peur aussi d'être stigmatisés. Mais il y a une forme urbaine qui est ni rurale ni citadine, qui est acceptée, qui est valorisée, etc. Il y a une certaine cohésion urbaine. C'est vrai, dans les deux orientations, tout est question de représentation. Notre travail, justement, c'est de faire parler les enquêtés sur les représentations qu'ils ont des langues, c'est d'accéder à leur représentation des langues pour essayer de comprendre ce qui motive la stigmatisation de certaines pratiques linguistiques, ce qui motive le rejet de certaines formes linguistiques, d'accéder aussi aux problèmes donc de rejet, de violence verbale, de stigmatisation, etc. Donc, positiver les représentations, ce n'est pas chose aisée. Il faut comprendre ce qui motive cette stigmatisation, ce rejet, cette nécessité aussi de pratiquer des formes de prestige. Et par la suite, on peut faire des propositions. Mais il faut instaurer, comme le dit Jean-Baptiste Marchesi, une forme de démocratie linguistique. Et il faut dépasser ces problèmes. Mais dans le contexte algérien ou maghrébin qui est le nôtre, nous avons des problèmes de diglossie. Et ces problèmes de diglossie nous poussent ou sont à l'origine de ces phénomènes d'insécurité linguistique, de correction linguistique, etc. Dans tous les pays du monde, on ne prête pas attention à la faute de français. Mais en Algérie, le problème, d'ailleurs, ça peut intéresser les enseignants de français, la faute de français, c'est presque une faute morale. Quand on commet une erreur en pratiquant le français, c'est une faute
morale, ce n'est pas seulement une erreur banale, ce n'est pas une façon de pratiquer le français, etc. Donc nous sommes très, très vigilants par rapport aux questions linguistiques, mais très sévères aussi dans nos jugements par rapport aux pratiques des langues. Nous sommes en insécurité linguistique. Je ne vais pas dire que tous les Algériens sont en insécurité linguistique, mais nous sommes très, très, très attachés à tout ce qui est correction linguistique, à tout ce qui est normes linguistiques, etc. Et c'est des attitudes que nous avons à l'égard de langues institutionnelles, comme le français, l'arabe, le berbère, etc. Et c'est des attitudes que nous avons aussi au quotidien à l'égard des variétés de l'arabe algérien et à l'égard du français notamment. Pourquoi le français? Parce que c'est une langue de prestige. Oui. Parce que ce n'est pas seulement une langue étrangère, mais c'est une langue de la communication du quotidien, etc. Donc, le français est une langue qui est qui a été pratiquée longtemps dans les villes. C'est une langue qui a été pratiquée par des groupes scolarisés ou qui ont été à l'école parce qu'ils ont habité la ville, ils ont côtoyé les Français qui habitaient la ville, etc. Donc, il y avait un certain niveau social, une certaine aisance sociale, etc. Donc, la variable du français, ou le français comme langue, est associé à un milieu, une classe sociale un peu supérieure. Aujourd'hui, si on ne maîtrise pas le français, même dans les salons de coiffure, je vais dire, quand on ne maîtrise pas le français, on fait l'objet de stigmatisation, de moqueries, etc. Donc, il y a une crispation autour des langues parce que les langues sont emblématiques de nos identités sociales, nos identités culturelles, etc. Donc, pour ne pas perdre la face, nous faisons très attention à la façon de parler, etc. Mais c'est un problème un peu global, je vais dire. C'est une question nationale, c'est un problème national, c'est un problème régional, je vais dire, mais pas maghrébin. Donc, on a vraiment un problème avec ça, mais c'est un peu normal dans les situations diglossiques, dans les pays où il y a domination d'une langue par une autre, il y a dévalorisation de certaines formes par rapport à d'autres, il y a stigmatisation de certaines formes par rapport à d'autres, où il y a des jugements à l'égard des langues et des attitudes négatives, stigmatisantes aussi à l'égard des langues. Merci. Et notre travail, pardon Youssef, c'est justement de travailler à dépassionner les rapports, les questions linguistiques, les questions identitaires, etc. et nos rapports à nous, locuteurs, par rapport aux langues, par rapport aux identités. Parlons de diglossie, si vous voulez, l'intervenant, il dit également qu'une avancée bien constatable dans vos travaux de recherche, nous en citons à titre informatif, la tenace détermination de la situation de sociolinguistique en Algérie par le terme de polyglossie, qui remet en question l'ancienne appellation diglossique de Ferguson et de Marseille. Pouvez-vous nous expliciter succinctement la genèse de cette conceptualisation sociolinguistique émergente de votre investigation? Merci pour cet éclaircissement. Je vous en prie. Alors, moi, je n'ai pas parlé de polyglossie. En fait, j'ai énuméré toutes les dénominations qui ont servi à décrire la situation diglossique de l'Algérie. Donc, on avait parlé de schizoglossie, de polyglossie, de diglossie, etc. Donc, de fonctionnement diglossique, donc qui caractérise les situations. C'est un terme en particulier. C'est vrai que la diglossie, elle est toujours là. Il y a des fonctionnements diglossiques, parce que la diglossie s'applique dans le domaine arabophone, dans le domaine berbérophone, entre le français et l'arabe également, mais entre l'anglais et le français actuellement, ou récemment, je crois qu'on a dépassé un peu cette polémique conjoncturelle. Mais c'est vrai que les formes de diglossie, de domination d'une langue par une autre, de remplacement d'une langue par une autre, c'est des questions qui sont récurrentes et nous sommes toujours dans des schémas diglossiques, de langues qui dominent d'autres, de langues institutionnelles qui dominent des langues minorées qui n'ont pas de statut officiel, par exemple.
D'accord, mais je n'ai pas revendiqué, je n'ai pas parlé de polyglossie. J'ai cité seulement le concept parmi d'autres appellations pour mettre un peu le point sur cette question de polyglossie. Merci. Faisal Ben Mohamed pose la question suivante. Les expressions stéréotypées qui catégorisent l'autre plutôt arriviste ont-elles un impact sur son identité? Dans votre article, de quelle identité on parle exactement? Linguistique ou culturelle? Ou bien des identités au pluriel? C'est vrai, l'identité, elle est linguistique, mais elle est sociologique aussi. Donc, quand on stigmatise l'autre en fonction de sa façon de parler, on touche à la personne. Où on catégorise l'autre en fonction aussi de sa façon de parler. On peut le stigmatiser en fonction de sa tenue vestimentaire, de son discours, hein, parce qu'on peut ne pas percevoir la différence au niveau des pratiques linguistiques, mais au niveau du discours qui tient. Mais en stigmatisant la façon de parler, on peut aussi, ou en écoutant parler, on peut stigmatiser sa façon de parler. Elle est grossière, il parle. Lui coller Voilà. Pardon? Lui coller une étiquette en quelque sorte. Voilà, on est dans la stigmatisation et de la personne par sa façon de parler, par le biais de sa façon de parler, en stigmatisant sa façon de parler. Donc, l'arriviste, le parvenu, c'est soit quelqu'un qui ne maîtrise pas le français, pour revenir en français, soit c'est quelqu'un qui parle avec l'accent des environs de la ville. Par exemple, si on est de la ville, on reconnaît l'accent de la périphérie, on reconnaît l'accent, mais aussi ça peut être l'accent des villes voisines qui sont considérées comme des villes qui ne sont pas citadines, entre guillemets. Madame Chachou, oui. Si vous permettez. Oui, allez-y. Il y a une intervenante, Samah, il s'appelle Samah Ben Bisha, elle dit est-ce que l'on peut avoir recours à la sociolinguistique urbaine pour analyser, par exemple, et comme c'est le cas de nombreux écrits romanesques, le recours à d'autres langues pour exprimer tel ou tel concept qui n'existe que dans son contexte géographique, dans une quête identitaire ou altérité? Oui, alors merci pour la question. Je salue Samah, qui était mon étudiante donc, au centre universitaire de Renizan en 2007, et voilà, qui est doctorante aujourd'hui, qui fait un travail intéressant aussi sur l'altérité. Alors, Samah, pour répondre à ta question, je te tutoie. C'est vrai que c'est l'axe un peu auquel on n'a pas répondu dans notre argumentaire, en relation avec les discours de fiction, avec les documentaires, les films, les discours littéraires, etc. Mais c'est vrai qu'on peut travailler à partir d'un corpus, qu'on appelle la linguistique historique aussi, ou la linguistique de corpus. Donc, on peut travailler à partir de textes littéraires et essayer de voir comment. Mais on est, là aussi, on n'est pas dans des discours circulants, on est dans des discours de fiction. On est dans des discours de fiction et l'hétérogénéité, elle est moindre dans les textes de fiction parce que nous avons, c'est l'auteur, c'est le narrateur. Je sais pas, il y a une différence entre l'auteur et le narrateur qui dit la ville, qui désigne, qui nomme les personnages, qui désigne les personnages, qui désigne les personnages en fonction peut-être de leur provenance, de leurs origines, de leur façon de parler, etc. Donc, c'est une œuvre de fiction. Et si vous voulez, c'est un peu comme dans les enquêtes en sociolinguistique, on a un seul enquêteur, on a un seul informateur, on a le discours littéraire qui est produit par une seule personne qui est le narrateur ou qui est l'auteur. D'accord? Mais ça peut faire l'objet d'une recherche intéressante. D'ailleurs, nous avons fait avec mon ami Khalida Tilikat un travail sur la citadinité et l'étranger, l'image de l'étranger, l'image du turc, de l'arabe, etc., à travers les bouqalets, à travers les proverbes, etc., à travers la poésie du genre Melchon, mais la poésie d'expression kabyle aussi. Donc, nous avons recensé les catégorisations en fonction des identités, en fonction des origines, etc. Et parfois, il y a des discours sur les identités, il y a des discours sur les provenances.
mythifié, voilà, c'est romanesque comme écriture, mais ça peut être très intéressant de travailler sur aussi tous les discours sur l'espace, sur les espaces, sur les identités, etc. Parce que c'est des échos on trouve aussi dans les œuvres littéraires. Après, pour avoir plus de représentativité, on peut prendre plusieurs corpus et voir comment les questions des identités meurtrières ou autres ont été abordées par différents écrivains d'horizons différents, par exemple. D'horizons différents, pardon. Merci, madame. Je vous en prie. Hafida Kaladouni vous pose la question suivante. Les parlers jeunes sont l'expression d'un mouvement générationnel posant la différence par l'affirmation d'une identité jeune. Ils sont perçus généralement comme une menace pour la langue, alors qu'en vérité, ils ne font que rendre compte de la réalité sociolinguistique langagière actuelle, qui est parfois assez complexe. Alors, pour quelles raisons ces parlers sont-ils stigmatisés et rejetés? En réalité, mais ça se passe au niveau des représentations. On a trop peur pour les langues à chaque fois, et pour toutes les langues de manière générale, on a peur de la dégradation de la langue, on a peur de la déperdition de la langue, nous avons peur de la dialectalisation des langues de manière générale, et les jeunes ou les parlers jeunes sont perçus comme une menace parce que la menace, le changement est perçu comme une menace. L'évolution est perçue comme une menace, notamment par les conservateurs. Tout ce qui est évolution, tout ce qui est progrès aussi, tout ce qui est changement est perçu comme une menace, la menace d'une idée de la pureté, une pureté linguistique, une pureté identitaire, etc. Tout ce qui est nouveau menace la langue est l'élément le plus emblématique de l'identité. Donc, il menace l'identité aussi. C'est perçu, la question est bien formulée, ça reste les jeunes, ou par les jeunes, c'est les moteurs du changement linguistique. Les langues s'enrichissent à travers la créativité, à travers les procédés créatifs, à travers les procédés inventifs, à travers l'enrichissement de la langue se fait par les jeunes, mais ce sont parfois des formes éphémères qui émergent et qui disparaissent. Parfois, c'est des formes qui restent, qui sont adoptées par d'autres catégories de personnes, des jeunes et des moins jeunes, d'accord? Mais ça reste des représentations. Alors, c'est une question, c'est la problématique éternelle de la pureté de la langue et de la sauvegarde de la langue. Dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a évolution, dès qu'il y a inventivité, dès qu'il y a apport nouveau, il y a menace, il y a des alertes comme ça contre tout ce qui est nouveau, etc. Mais ça reste au niveau des représentations. Maintenant, c'est vrai que les parlers jeunes, c'est des parlers qui ne sont pas institutionnalisés, qui ne sont pas reconnus à l'école, par exemple, qui ne sont pas utilisés à l'école, etc. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les langues de la rue ou les langues qui ne sont pas reconnues ou des formes stigmatisées. Et voilà. Mais les jeunes ne font pas cas de ces représentations. Ils font du théâtre en y mettant de l'inventivité. Ils font de la chanson arabe en y mettant de l'inventivité. Ils procèdent à des inscriptions murales, à des slogans muraux, en y injectant de la créativité, de l'alternance, de la variation, de la diversité. Et ils font des graffitis aussi artistiques, aussi en ne faisant pas cas de ces mises en garde des gardiens du temple linguistique pur. Djennan Mohamed nous rejoint et nous pose la question suivante. Quelle place tiennent les politiques linguistiques des pays du Maghreb dans l'influence dynamique sociolinguistique de leur ville, l'impact des actions, des volontés politiques comme l'arabisation et la berbérisation sur les pratiques des peuples?
Oui, alors Mohamed aussi, je le salue, c'est un doctorant de l'université d'Adrar qui normalement devrait travailler sur le profil socio-linguistique de la ville d'Adrar. Donc je te salue Mohamed. Et donc la question ou la réponse à ta question, tu vas la trouver dans l'article de notre ami Zakaria Ali Bichri qui a parlé de l'affichage plurilingue dans les villes algériennes. Mais c'est vrai que c'est une problématique ancienne, c'est toute la problématique du décalage entre la rigidité des textes officiels, texte de loi officielle quant à la gestion des langues et la diversité que l'on retrouve dans les rues, dans les espaces urbains, etc. Donc il y a un décalage énorme. On n'intervient pas directement, donc il y a des textes qui sont promulgués, il y a des lois sur l'arabisation, par exemple, des enseignes commerciales, l'affichage en berbère et en arabe des enseignes institutionnelles. Mais on déroge souvent aux règles, on déroge souvent aux textes. Et dans la rue, sur les murs, sur les enseignes commerciales, dans les affichages, etc., il y a une diversité linguistique importante. Il y a un plurilinguisme important qui caractérise donc la rue, qui caractérise les espaces urbains, l'environnement graphique de nos villes et qui est en total donc, décalage avec ce que prévoient les textes. Donc, il n'y a pas une politique linguistique de la ville. Il y a des politiques linguistiques générales, des politiques linguistiques institutionnelles. Mais pour la ville, il y a des textes, mais ces textes ne sont ni appliqués, ni respectés entre guillemets. Hein. C'est-à-dire on n'en tient pas compte. La diversité prend le dessus dans la rue et dans les pratiques de tous les jours, etc. On s'est beaucoup intéressé aux pratiques linguistiques, à la dynamique des pratiques linguistiques, à la diversité des pratiques linguistiques. Mais là aussi, il y a la diversité. La diversité donne à voir donc, sur les murs, sur les enseignes, sur les panneaux publicitaires, etc. Donc un décalage énorme là aussi entre les textes, un déphasage entre les textes et entre la réalité plurilingue des villes, que ce soit dans les pratiques à l'oral, au quotidien ou au niveau des inscriptions, quelles qu'elles soient, formelles ou informelles. Merci, madame. Voilà, je vous en prie. Jenel Mohamed également, une autre question de sa part. Que pouvez-vous nous dire sur les politiques linguistiques mises en place par les gouvernements au Maghreb et leur impact sur la dynamique sociolinguistique, notamment dans les espaces urbains? Mais justement, il n'y a pas d'impact de ces politiques linguistiques sur l'espace urbain. Il y a un déphasage, il y a un décalage, il y a un fossé entre les politiques linguistiques, entre ce que disent les textes et entre ce qui existe dans les villes. Donc, on est un peu dans une urbanisation linguistique sauvage dans les villes. Les gens écrivent dans les langues qu'ils veulent, ils mettent les discours qu'ils veulent sur les enseignes commerciales, par exemple. Dans les enseignes commerciales, il y a les mots de tribu, par exemple. Là, on revendique une origine tribale. Il y a les noms des villes. Si on vient d'une ville et on ouvre un commerce dans une autre ville, donc on met le nom de la ville d'origine, etc. Donc il y a une liberté, une certaine liberté d'expression, une liberté linguistique qui est très importante et très intéressante à observer d'ailleurs depuis les années 90 notamment, ou à la fin des années 90 jusqu'à présent aujourd'hui. Si on se balade dans les villes côtières, par exemple, ou dans les villes pas dans les villes intérieures, mais dans les villes côtières, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont écrites en français, les enseignes commerciales, par exemple, mais il y a une diversité linguistique importante aussi, ce qui n'est pas le cas dans les villes de l'intérieur ou dans les régions sahariennes. Et ça peut être un sujet d'étude intéressant. Mais pour répondre à Mohamed, il y a vraiment un décalage. Hein. Il y a les textes d'un côté et puis il y a la réalité plurilingue d'un autre côté. Oui. Merci. Youssef Bacha, qui est l'auteur des deux longues questions de tout à l'heure, je n'avais pas cité le nom, mais maintenant je vais le citer. Youssef Bacha. Ah, Youssef, oui, d'accord, très bien. Voilà. C'est l'auteur des deux dernières questions qui étaient un peu longues, que j'avais oublié, j'avais omis de citer le nom. Voilà, maintenant j'ai l'occasion parce qu'il est. Voilà. Je salue Youssef Bacha, un doctorant très dynamique de l'Université de Pisa. Donc je le salue. Une question rapide évoquée dans votre ouvrage récemment publié, Sociolinguistique du Maghreb 2018, est la posture
épistémo-méthodologique qu'adopte constamment le chercheur envers la qualification, catégorisation des langues, arabe dialectale, arabe littérale, etc. Cette formulation classificatoire des langues oriente l'enquêté et biaise les données collectées. Quelle attitude épistémique doit acquérir le chercheur, débutant notamment, pour ne pas détourner les réponses de l'enquête, ou plutôt de l'enquêté, à propos de la question des langues pratiquées? Ça, c'est Youssef. Voilà, il vous dit merci pour les réponses précédentes. Hein. Voilà. Donc, je vous en prie. Donc, oui, pour répondre à la question de Youssef, oui, c'est une question à laquelle j'ai répondu aussi lors de l'entretien que je lui avais accordé pour le site Algériculture. Donc, l'attitude que doit avoir le chercheur, débutant ou autre, hein, parce qu'on voit même chez des chercheurs qui sont un peu plus avancés dans la recherche, et on ne fait pas très attention à la question de la dénomination des langues. Donc, la question était très bien posée tout à l'heure sur est-ce qu'on doit parler de parler ou de langue ou de variété de langue, etc. C'est vrai que dans un travail de recherche, nous devons choisir des termes, les termes, la terminologie, et nous devons nommer les langues et justifier la dénomination des langues. Donc, quand on parle d'arabe dialectal, on peut parler d'arabe dialectal, mais là aussi, il faut justifier le choix de l'appellation. On peut parler d'arabe algérien, il faut justifier le choix de l'appellation. Quand on parle de maghrébi, il faut justifier le choix de l'appellation, mais aussi citer d'autres chercheurs qui ont parlé, qui ont déjà parlé, qui ont déjà évoqué, utilisé ce concept. Par exemple, quand j'ai utilisé pour la première fois la dénomination d'arabe institutionnel, parce que classique posait problème, parce que standard posait problème, j'ai parlé d'arabe institutionnel, j'ai cité Dalila Mousli qui parlait de l'arabe institutionnel. Parlait aussi, elle cite elle aussi Marcellesi qui parle de français institutionnel. Donc ça me paraissait une appellation neutre, une appellation voilà, qui était neutre, qui me convenait. Et donc j'ai justifié cette appellation. Mais c'est vrai que c'est la même chose pour les autres langues. Donc quand on parle du français, il y a des articles scientifiques où on parle de français cassé. Alors, c'est un parti pris aussi par rapport à la langue. Il y a la question de Tamazight, par exemple. Est-ce qu'on doit parler de Tamazight? Est-ce qu'on doit parler de Tamazight scolaire? Est-ce qu'on doit parler des langues berbères? Est-ce qu'on doit parler de la langue kabyle, de la langue chaoui, mozabite, tarbi, etc. Donc, il faut faire très attention. Et puis, il faut être prudent aussi par rapport aux qualificatifs de dialectal, notamment. Parce que pour nous, sociolinguistes, il n'y a pas de différence entre langue et dialecte. Et les dialectes n'existent pas, il n'y a que des langues. C'est vrai que certaines ne sont pas prises en charge sur le plan institutionnel, comme l'arabe algérien ou comme les langues des différentes langues berbères, mais ça reste des langues. Ce sont des langues qui n'ont pas de statut officiel, mais ce sont des langues, ce ne sont pas des dialectes. Quand on parle de dialecte, ça relève d'une littérature autre, dialectologique notamment, etc. Et c'est des dénominations que nous avons héritées d'autres traditions de recherche. Et donc, parfois, il y a confusion, parfois, on utilise plusieurs dénominations, désignations pour désigner une seule réalité linguistique, parfois dans un même article, dans un même travail de recherche. Donc là aussi, il faut discuter du choix des désignations, discuter du choix des désignations, des dénominations, les justifier parce que ça implique un positionnement du chercheur. Quand je dis arabe dialectal, je pose que l'arabe, ce qu'on parle au quotidien, c'est le dialecte de l'arabe classique. Oui. Quand je dis Tamazirt, beaucoup de mes étudiants ne savent pas à quoi renvoie le mot Tamazirt. Est-ce qu'il renvoie aux langues berbères pratiquées au quotidien? Est-ce qu'il renvoie à une variété scolaire qui n'est enseignée que dans les écoles? Est-ce qu'il renvoie toutes ces réalités linguistiques, etc. Donc, il faut préciser la dénomination dans tous les travaux, que ce soit en didactique ou en sociolinguistique ou
dans tous les travaux, même en littérature, il faut faire très attention au choix des dénominations parce qu'elles impliquent des positionnements, parce qu'elles impliquent des postures de recherche, des positions de recherche, pour ne pas parler de posture. J'espère avoir répondu à la question de Youssef. C'est à lui de juger. Hein. D'accord. C'est à lui de juger. Ok. Voilà. Bon, Madame Chachou, une dernière question, si vous permettez, avec laquelle on va clore l'ensemble des questions. Quand sera-t-il disponible à Moussa Ghanem? Pose la question, Ben Ghedesh Khaira. Ah, Khaira, oui. Amie doctorante, ma doctorante et ma collègue, et mon ancienne étudiante aussi au centre universitaire de Rolizan. C'est la camarade de Samah. Et oui, ben, j'espère, j'ai posé la question à Han Simaïn, notre éditeur, mais maintenant, vu le confinement, vu la restriction aussi on ne peut pas organiser une vente dédicace ou une présentation avec plus de 15 personnes. Et pour le moment, ce n'est pas possible, vu le confinement, vu l'état sanitaire, etc. Mais on peut à tout moment avoir des exemplaires à Mostaganem et faire à Mostaganem pour faire la présentation du livre. Je l'espère très bientôt dès que les choses iraient mieux. Voilà. Sinon, pour les autres, le livre est disponible à la librairie générale d'Elbière et ils peuvent se le procurer à cette adresse-là. D'accord? Mais après, s'il y a d'autres détails, s'il y a d'autres endroits dans lesquels ils pourraient se le procurer, je vous le dirai. Madame Chachou, il semble que nous sommes arrivés à bout de questions. Enfin, nous vous remercions chaleureusement, encore une fois, d'avoir donné suite favorable à notre invitation. Je vous remercie. Merci. Professeur Chachou, merci, c'était un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos remerciements vont également à l'adresse des participants, bien sûr, et organisateurs de ce webinaire. Aussi, nous saisissons l'occasion pour inciter l'ensemble des acteurs de la communauté scientifique, docteurs, doctorants, mastériens, enseignants des 3 paliers de l'enseignement, à adhérer à l'association Anecléa, aussi bien pour enrichir, diversifier et contribuer plutôt que tirer profit des travaux entrepris antérieurement par ses membres dans le cadre du développement des langues étrangères en Algérie. Arrivé à terme de cette rencontre, je donne la parole à Madame Chachou qui va clore le webinaire. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Youssef. Merci de votre invitation. J'ai été très honorée d'être parmi vous ce soir. Merci à tous les internautes qui nous suivent. Merci à l'association Anecléa de cette activité impressionnante, incroyable dont elle fait preuve. C'est vraiment quelque chose, c'est mon premier Zoom, en fait, c'est la première fois que je fais un Zoom et c'est très agréable en fin de compte, d'accord? Parce que voilà, c'est une belle expérience et j'invite les collègues aussi à prendre part à cette expérience virtuelle qui nous offre donc un espace de déconfinement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très salutaire pour nous qui avons l'habitude de bouger, de nous déplacer, de faire des colloques, des journées d'études, etc. Donc, merci encore à l'association et à l'Université de Blida aussi de cette initiative excellente. Je vous souhaite beaucoup de succès pour tous les webinaires qui vous restent à faire et pour toutes les interventions. Nous vous suivons avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous et à d'autres prochains rendez-vous, j'espère. Merci aussi d'avoir accepté d'animer le webinaire. Tout l'honneur est pour moi. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.